En 1888, Vincent van Gogh quitte l'hiver parisien pour s'installer près d'Arles. C'est là-bas qu'il peint plusieurs de ses œuvres les plus célèbres. Et si on s'intéresse plus particulièrement à la sieste, aujourd'hui, ce tableau, c'est parce qu'on va parler du sommeil. Et plus précisément d'un phénomène que vous connaissez sûrement si vous êtes parent, les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes touchent en effet les enfants, souvent entre 4 et 12 ans, et elles peuvent être très impressionnantes. En effet, votre enfant se réveille en pleine nuit en hurlant, en pleurant, il a l'air terrorisé, sans que vous compreniez pourquoi, ni même que vous puissiez le rassurer. Pas vraiment endormi, mais pas vraiment réveillé non plus, l'enfant est dans un état intermédiaire et vous ne pouvez rien y faire. Heureusement, après quelques minutes, la terreur nocturne s'apaise et votre enfant se rendort paisiblement, comme si de rien n'était. Et le lendemain, il ne se souvient de rien du tout. C'est typiquement ce qu'on peut observer sur ce tableau de Franz Verras, un peintre belge méconnu. Appelé inconsolable, la peinture nous montre une jeune enfant en pleurs, qu'on devine tout juste sortie du lit et que sa grande sœur tente de rassurer en vain. On ne connaît pas encore grand-chose sur les terreurs nocturnes. Tout comme le sommeil d'ailleurs. Les mécanismes neurologiques qui en sont à l'origine ne sont pas encore bien connus. Mais avant d'aller plus loin sur les terreurs nocturnes, il faut qu'on parle 2 minutes du sommeil. Il existe plusieurs types de sommeil et plusieurs stades. On peut diviser le sommeil en sommeil paradoxal et non paradoxal. Le sommeil paradoxal est un phénomène étrange, pendant lequel on est comme paralysé, sans aucune contraction musculaire possible mis à part les yeux, avec pourtant une activité cérébrale très intense. C'est pendant cette phase du sommeil qu'on fait des cauchemars. Au contraire, c'est pendant le sommeil non paradoxal qu'on bouge dans son lit. Le sommeil non paradoxal est divisé en 4 stades, du sommeil le plus léger au sommeil le plus profond. On a donc en gros 5 stades, 4 stades de sommeil non paradoxal, plus le sommeil paradoxal. Typiquement, au cours d'une nuit, on commence à s'endormir en sommeil léger, non paradoxal, et on s'enfonce progressivement à des stades de plus en plus profonds. Ça dure généralement 1 à 2 heures. Et on arrive au bout de 2 heures dans un sommeil de stade 4. On peut ensuite revenir à un stade de sommeil plus léger et faire ainsi 1 ou 2 cycles de ce style-là avant de tomber en sommeil paradoxal. Plus la nuit avance et plus le sommeil paradoxal prend de la place au détriment du sommeil non paradoxal. Les terreurs nocturnes, comme le somnambulisme d'ailleurs, est un problème du sommeil non paradoxal. C'est pour ça qu'elles ont plutôt tendance à survenir en première partie de nuit, quand le sommeil non paradoxal prédomine. Il s'agit de réveils partiels pendant les moments de transition entre les stades de sommeil, sans qu'on sache bien pourquoi ça peut survenir à ce moment-là. Le cerveau n'arrive pas à switcher vers un stade de sommeil plus profond et déclenche un éveil partiel de manière incontrôlée et inadaptée. Globalement, tout ce qui perturbe ce qu'on appelle l'architecture du sommeil, c'est-à-dire le bon enchaînement des stades du sommeil, peut favoriser l'apparition de terreurs nocturnes. Par exemple, la caféine, la privation de sommeil, certains médicaments ou simplement de l'angoisse. Tout ça peut favoriser les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes touchent surtout les enfants et disparaissent quasiment toujours chez l'adulte. Les études rapportent que 10% des enfants font l'expérience de terreurs nocturnes, mais elles concernent seulement 2% des adultes. Leur survenue chez l'adulte est donc quelque chose d'assez inhabituel, d'autant plus si la personne en question n'en avait pas quand elle était petite. C'est par exemple le cas d'une femme de 48 ans qui se réveillait régulièrement en pleine nuit en hurlant, en pleurant, complètement terrorisée, avant de se rendormir quelques minutes plus tard. Ses médecins pensaient, devant ces symptômes très atypiques et à cet âge-là, qu'il s'agissait peut-être de crise d'épilepsie. Ils lui ont proposé un examen appelé électroencéphalogramme qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau et donc de détecter les crises d'épilepsie. Ils l'ont fait dormir dans leur service pendant plusieurs nuits. Mais quand bien même ils ont observé de telles terreurs nocturnes, ils se sont aperçus qu'elles n'étaient pas du tout causées par des crises d'épilepsie. L'électroencéphalogramme était normal. Il s'agissait vraiment de terreurs nocturnes. Pour comprendre d'où elles pouvaient provenir, ils lui ont fait passer une imagerie cérébrale qui a révélé une tumeur au cerveau, située au niveau d'un noyau neuronal situé dans les profondeurs de notre cerveau, le thalamus. C'est cette tumeur qui était responsable de l'apparition des terreurs nocturnes. Cette localisation n'est pas si surprenante que ça, parce que le thalamus est une région clé dans la régulation de la conscience et représente une sorte d'interrupteur éveil-sommeil. Son dysfonctionnement peut donc déclencher des éveils non maîtrisés pendant les phases de sommeil et aboutir à des terreurs nocturnes. On sait par exemple qu'une lésion du thalamus peut plonger les patients dans le coma.
Cette histoire est assez extraordinaire, et les terreurs nocturnes chez l'enfant ne doivent pas inquiéter plus que ça. Dans l'immense majorité des cas, un simple changement des habitudes de sommeil, comme une heure de coucher régulière par exemple, l'arrêt des stimulants comme la caféine, la gestion de l'anxiété, tout ça permet d'arrêter les terreurs nocturnes. Quand elles surviennent à des heures bien précises, on peut aussi tout simplement mettre un réveil 10 minutes avant pour éviter leur survenue. Dans les cas les plus sévères, on peut donner des médicaments qui sont efficaces. Actuellement, le sommeil et ses troubles comme les terreurs nocturnes restent bien mystérieux. On ne sait pas bien expliquer leur fonctionnement ni leur but. Mais chaque jour, de nouvelles études permettent d'y voir plus clair. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, à bientôt sur la chaîne ou sur le blog.